Va-t-il relever le défi? Va-t il être le premier homme d'affaires congolais à briguer la magistrature suprême? Lui, c'est Alain Daniel Shekomba, qui signe son retour au pays après 18 longues années passées à l'étranger. Depuis les 6 août dernier, il a fait le grand saut. Il a déposé sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais que vaut-il sur l'échiquier politique congolais? Quelles sont ses motivations? Sur quoi repose son ambition? Encore faut-il souligner que son succès dans les affaires ne lui garantit pas forcément le succès en politique. Tout sur Alain Daniel Shekomba, c'est tout à l'heure et ici même. Bonsoir Alain Daniel. Bonsoir. Vous nous tiendrez compagnie pendant 50 petites minutes. À partir de la 35e minute, vous répondrez aux questions de jeunes Congolais avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien de Aristote Chikunga. Bonsoir Aristote. Bonsoir Madame Paris. À ses côtés, Jos Kalinga. Bonsoir Jos. Bonsoir Paris. Et pour finir, Jires Kakoulé. Bonsoir Jires. Bonsoir Madame Paris. Alain Daniel, dans plusieurs de vos interventions, vous annoncez un reformatage total des institutions et de l'administration afin de les mettre au service de la population. Assez ambitieux comme projet, pensez-vous réussir cela en un seul mandat? Merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit de l'ambition, mais c'est ce qu'il faut faire pour que le Congo puisse fonctionner comme un État normal. En fait, d'où me vient ce souci de pouvoir faire le reformatage de l'administration publique. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, anciennement appelée État indépendant du Congo, était une propriété d'un individu. Alors, toutes les structures qui étaient mises en place à cette époque étaient pour servir un individu qu'on appelait le roi des Belges, Léopold II. Il en a abusé. Et il avait même été condamné pour crime contre l'humanité au Congo. C'est pour ça qu'il était obligé de vendre sa colonie à la Belgique. La Belgique n'a pas eu le temps de formater ces institutions-là pour les mettre au service des Congolais. Jusqu'à l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, vous le remarquez très bien, les institutions publiques sont plus au service d'un individu ou d'un groupe d'individus au lieu d'être au service de tous les Congolais. Alors, si nous voulons les changements, c'est par là qu'il faut commencer. Je ne considère pas que cela soit de l'ambition, mais c'est ce qu'il faut faire pour que le Congo fonctionne comme un État moderne et un État normal comme les autres. Alain, vous êtes parti, vous avez fait 18 ans à l'étranger. Vous revenez sans avoir palpé pendant 18 longues années la réalité politique du pays. Pourquoi ne pas commencer par autre chose avant de vous lancer en politique? Je vais vous corriger. Je n'ai pas fait 18 ans à l'étranger. Je suis sorti, je suis rentré, je suis souvent au Congo, n'est-ce pas? Et j'ai travaillé ici, pas loin d'ici, j'étais directeur technique d'Afrinet. Et après, j'étais directeur technique de Global Broadband Solutions et même de Cielux Telecom. Donc, je viens de passer 8 ans à l'étranger. Donc, ce n'est pas 18 ans. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis à l'étranger? J'ai comme l'impression que la situation n'a fait que se détériorer. En quittant l'université, il y avait toujours le partenariat entre les parents des élèves, des étudiants et le professeur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce partenariat. Alors, je ne vois pas ce qui a changé pour que je puisse me dire que je suis satisfait de ce qui se passe maintenant dans mon pays pour ne pas vouloir participer au changement que nous voulons tous pour améliorer les conditions de vie des Congolais ordinaires. Vous savez que la politique n'est pas le seul moyen de soutien ou d'aide à sa patrie. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait de ne pas avoir commencé ailleurs, parce que vous êtes doué en affaires. Commencer dans quoi? Aujourd'hui en affaires, quelle que soit la personne qui investit, les décisions que nous sommes en train de prendre impactent une minorité de la population d'un pays. Alors que les décisions que je vais prendre en politique comme chef de l'État vont impacter 80 millions de Congolais. Je préfère agir pour impacter 80 millions de Congolais au lieu d'agir pour impacter 200 employés
qui vont travailler pour moi, ou 5 000, voire même 5 millions. Alors, qui va s'occuper des 75 millions autres qui vont rester? Dans votre 12e engagement, vous promettez de garantir l'intégrité territoriale et la protection de personnes et de leurs biens. Quelle est votre stratégie pour éradiquer totalement du territoire national les groupes armés? Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Je pense que si nous avons le problème de groupes armés, c'est dû au fait qu'il y a une crise de légitimité. Vous vous rendez compte? Dès que la rébellion a commencé à 97, on peut dire 97, n'est-ce pas? Oui. Et puis il y a en 98 un autre conflit armé, et ce sont les tares de ces conflits armés, le fait que la crise n'a pas été résolue totalement par les accords de Sun City. Il y a des poches de résistance qui sont restées à gauche, à droite, instrumentalisées par des gens qui veulent exploiter les richesses du pays sans rendre compte aux Congolais, sans rendre compte à l'État. Ils profitent des faiblesses de l'État pour continuer à comment dirais-je, à développer le groupe armé. Je pense que dans le 12 engagement, vous allez remarquer, nous voulons d'abord rétablir un état de droit, n'est-ce pas? Renforcer l'État, et le renforcement de l'État va nous permettre d'éradiquer les groupes armés. Renforcer l'État veut dire quoi? Mettre en place des institutions fonctionnelles et transparentes, n'est-ce pas? Quand nous disons des institutions fonctionnelles, ça veut dire que l'armée va fonctionner correctement, la police va fonctionner correctement. Parce que pour l'instant, elle ne fonctionne pas correctement. Mais si ça fonctionnait correctement, madame, on allait avoir 250 groupes armés à l'Est. Vous me posez une question dont vous avez la réponse. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'unité de l'armée? Vous êtes dans beaucoup de choses. Vous êtes dans l'administration, vous êtes dans les institutions publiques, vous êtes dans l'armée, vous êtes dans la police. C'est pas trop. Quel est le rôle du chef de l'État? C'est pas moi qui réponds, c'est à vous de répondre. Voilà. Le rôle du chef de l'État, c'est d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Ce n'est pas l'individu, c'est son rôle d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. C'est comme si j'étais chef d'entreprise, j'ai par exemple 15 départements dans mon entreprise. Il y a l'ingénierie, la production, il y a les commerciaux, il y a, comment dirais-je, la logistique et tout ça. Je ne peux pas dire que je suis partout à la fois, parce que c'est mon rôle de chef d'entreprise de faire fonctionner tous ces services-là. Quand on se dit chef de l'État, ou quand on veut devenir chef de l'État, ça veut dire qu'on veut assumer le rôle de faire fonctionner l'État comme il se doit. Si je comprends bien, vous ne connaîtrez point d'échec une fois que vous serez président de la République? Parce que votre rôle est d'assurer la protection et la survie du peuple? Et oui, absolument. Vous savez, ça dépend de la méthodologie qu'on adopte. Aujourd'hui, moi je me dis, après avoir travaillé dans des entreprises privées, et nous dans les entreprises privées, nous avons des méthodes rationnelles de gestion. Nous avons ce qu'on appelle des tableaux de bord, des indicateurs de performance. Ce qui nous permettent chaque matin, avant de prendre des décisions, d'évaluer l'impact des décisions anciennes que nous avons prises, n'est-ce pas, dans chaque secteur. Alors, aujourd'hui, moi je me pose la question, quand je vois comment le Congo fonctionne, si les gens ont le temps de regarder leur tableau de bord. Vous vous rendez compte? Je dis clairement que, comme vous dites souvent ici au Congo, on reconnaît un arbre par ses fruits. Nous disons, on reconnaît un leader par les résultats qu'il a obtenus. N'est-ce pas? Oui. Les choses sont tout à fait claires. On va passer à la machine à voter. Vous avez proposé Voting Plus comme solution envisageable. Pensez-vous qu'on peut faire usage de Voting Plus sans subir les attaques des hackers? Ça, c'est déjà une question assez complexe. Le Voting Plus, c'est une application que mon entreprise a développée. C'est une application de dématérialisation de A à Z du système de vote.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'urne, il n'y aura pas de bulletin, il n'y aura que des tablettes ou des téléphones pour voter. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une application déjà imaginée au départ pour vous aider à... Et j'y arrive, parce que vous m'avez posé la question par rapport au hacker. Oui. Aujourd'hui, le Voting Plus, si il était accepté, ne va pas fonctionner sur un réseau public ouvert. Ça va fonctionner sur un réseau privé. Alors d'où viendraient les hackers si les serveurs ne se trouvent pas sur Internet? À moins que ce soit des hackers internes. Et puis, j'ai juste parlé de Voting Plus. Ce n'est pas une application que je vais gérer, mais c'est une application que je peux proposer et je vais donner aux informaticiens de la commission électorale indépendante pour qu'ils s'en approprient. Si ils veulent bien de cette application, voilà. Si je venais à vous cacher quelque chose et que je mettais à votre portée numérique à télévision, vous pensez pouvoir me démasquer? Parce que Voting Plus c'est à vous. Qui sait s'il y a quelque chose qui se cache à votre avantage? Nous parlons de la technique et je pense que quand on dit mettre à la disposition des techniciens, c'est leur donner les codes sources, n'est-ce pas? Ils vont regarder les codes sources et ils vont déceler les pièges ou les trappes qui ont été mis là-dedans. Voilà, c'est tout. En tant qu'ancien coordonnateur de la plus grande université du pays, quelle place occupe l'enseignement dans votre programme? Vous savez, l'enseignement doit être adapté aux réalités du Congo. Ça, c'est déjà la première chose. Aujourd'hui, nous avons le système d'éducation qui a été laissé par les Belges. Moi-même, je suis licencié en sciences physiques. J'ai travaillé dans un laboratoire d'annihilation des positrons. Est-ce que vous pensez qu'en République démocratique du Congo, l'annihilation des positrons peut produire quelque chose pour l'épanouissement des Congolais ou pour le bonheur des Congolais? Il y a beaucoup de choses qui doivent être réadaptées pour rendre cette éducation efficace en République démocratique du Congo, et nous y pensons. Mais aussi, il y a autre chose. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de l'éducation pour l'éducation. Il faut d'abord commencer par recycler les gens, n'est-ce pas? Et adapter l'éducation que nous avons aux besoins de l'emploi, parce qu'il faut créer de l'emploi. Mais aussi, comme je dis, dans l'un de nos engagements, nous disons le versement régulier de frais de fonctionnement et d'investissement au prorata des recettes publiques réalisées à tous les services de l'État. Aujourd'hui, pourquoi il y a les partenariats? C'est parce que le gouvernement ne verse plus les frais de fonctionnement dans les écoles et dans les universités. Mais si déjà, par notre action, nous arrivons à reverser les frais de fonctionnement aux universités et aux écoles, nous allons déjà réaliser la volonté de la Constitution qui veut que l'école primaire soit gratuite, n'est-ce pas? Oui. Et qu'on va réduire la charge des parents qui aujourd'hui ne sont déjà pas bien payés, mais qui doivent même acheter la craie pour enseigner dans les écoles et dans les universités. Ça donnera l'opportunité aux jeunes d'étudier sans délestage comme cela se fait aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des familles qui ne peuvent plus supporter la charge scolaire de leurs enfants au même moment. Il y a certains qui étudient 1 an et d'autres vont étudier l'année prochaine. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous nous engageons dans nos 12 engagements à prendre ces responsabilités-là. Dans une de vos sorties médiatiques, vous avez dit avoir été assistant à la faculté de sciences. Oui. Quelle est la responsabilité du professeur dans l'inefficacité de l'enseignement au Congo aujourd'hui? Je n'étais pas professeur, j'étais assistant, je faisais les travaux dirigés, j'avais un professeur et moi je faisais ce qu'on appelle les travaux pratiques. Mon professeur donne cours et moi je viens résoudre des exercices avec les étudiants. Je suis en train de suivre la logique du professeur et les enseignements qu'il donne. Je n'ai jamais été chargé de cours. Vous n'avez jamais été président, mais vous connaissez le rôle que doit remplir un président. C'est de la même façon que vous avez été assistant à côté d'un professeur, vous avez pu détecter le côté inefficace de l'enseignement congolais. Écoutez, déjà la première chose, et j'ai dit ici, l'enseignement
qu'on donne en République démocratique du Congo n'est pas capable de résoudre le problème congolais. Moi-même, je suis licencié en sciences physiques. J'ai travaillé dans un laboratoire d'annulation de positrons. Je suis même certain que certains d'entre nous ici ne savent même pas à quoi ça sert les positrons, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'annulation des positrons, moi je parle de la physique, va résoudre comme problème en République démocratique du Congo dans son état actuel? Et je suis convaincu que dans plusieurs autres domaine de l'éducation, ce n'est pas adapté aux réalités congolaises. Est-ce que c'est la faute du professeur ou est-ce que c'est la faute du législateur? Parce qu'il faut que le législateur puisse mettre en place des conditions pour adapter l'enseignement aux conditions ou aux réalités d'un pays. Ce ne sont pas les professeurs qui vont prendre la décision d'eux-mêmes de pouvoir changer le programme scolaire ou le programme académique. Je ne vois pas où se trouve la faute du professeur. Même quand on apporte son soutien à certains politiques tout en étant professeur, en étant autorité académique? Je pense que quand on est professeur, on reste un humain avec des émotions et des sentiments. Ne pensez-vous pas que cela puisse avoir de retombées sur l'université? Pourquoi? Ce n'est pas le fait de soutenir tel homme politique ou tel autre homme politique qui va changer le cours que je donne à l'université. N'est-ce pas? Je ne veux pas, comment dirais-je, être émotionnel là-dessus pour dire c'est parce qu'on soutient. Chacun est libre de choisir ou de soutenir qui il veut selon qu'il est proche de l'idéologie politique de la personne. Ok. C'est maintenant la deuxième partie de l'émission et nous accordons la parole à Aristote Chikunga qui va poser sa question à notre invité du jour. Merci pour la parole, Madame Christelle. J'ai été séduit, comme on dirait, corrompu en français s'il faut traduire de l'anglais par rapport à l'actualité politique qui a eu sous peu. Alors, M. Chikumba a parlé de quelques axes en termes de points d'engagement, qui sont nombre de 12. Et je peigne d'entrée de jeu le deuxième point qui concerne l'audit général de l'État, de la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que M. Chikumba attend par audit de l'État et comment est-ce qu'il attend également s'y employer. Là, c'est ma première préoccupation. Si je vais poser directement la deuxième question aussi. Et la deuxième, elle est un peu provocateur. Parce que M. Chikumba est enclin à concourir aux élections. Il voudra bien être président de la République, mais on aurait quand même eu des inspirations, des modèles et tout. Et je m'aimerais bien que M. Chikumba se cadre plus dans notre cadre propre, qui est la République démocratique du Congo. Et parmi les 4 présidents de la République qu'on a eu jusqu'à ces jours, quel est votre modèle? Et si parmi les 4, vous ne trouvez pas de modèle, qu'est-ce que vous reprochez à chacun de 4? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer. Je réponds directement ou bien... Bon, je vais être bref. Je pense que pour nous qui sommes habitués à diriger des entreprises, chaque fois quand vous faites la remise-reprise avec une équipe qui sort, vous êtes dans l'obligation de faire l'audit général de l'entreprise ou l'audit de l'État. En fait, pourquoi l'audit? Parce que nous devons connaître quelles sont les sources de revenus de l'État, quelles sont les charges de l'État et quels sont les mécanismes de dépenses mis en place pour éviter qu'il y ait de l'arbitraire ou qu'il y ait la corruption. Vous vous rendez compte? Donc, la première chose que nous allons faire, et ça nous prenons comme engagement, nous devons connaître les sources des revenus de l'État, le mécanisme de dépenses de l'argent de l'État et le charge de l'État. Parce qu'on n'a pas que ça comme engagement. On a par exemple l'engagement de mettre en place une tension salariale de 1 à 10 entre le dernier agent de l'État et le premier agent de l'État. Mais pour que nous puissions mettre en place cet engagement, on doit savoir quelles sont nos recettes, quelles sont nos dépenses, quelle est notre dette extérieure et quels sont les leviers qui devraient être activés pour augmenter la production et les revenus et qui n'ont pas
qui n'ont pas reçu suffisamment d'attention de la part de gouvernants. Voilà. Alors, si après cet audit général, vous vous rendez compte que la RDC est tellement endettée que vous devriez commencer par solder ses dettes pour pouvoir entreprendre votre projet? Non, les dettes se renégocient. On ne commence pas par solder les dettes. On va d'abord, vous savez ce qu'on fait. Quand on veut rendre une entreprise profitable, on réduit ses charges opérationnelles. Vous vous rendez compte? On réduit ses charges opérationnelles et aujourd'hui nous avons d'énormes charges opérationnelles au niveau des institutions parce qu'il y a des dépassements budgétaires de l'ordre de 200% dans certains ministères et même à la présidence. Il y a des gens qui ont des cortèges ministériels avec 10 TX alors que quand vous voyez, on ne donne même pas les frais de fonctionnement dans les universités. On va faire l'audit de l'État pour avoir une idée claire de ce que nous gagnons et de comment nous dépensons cet argent pour être capable de dérouler les autres engagements qui restent. Voilà, donc c'est important pour nous de commencer par là. Nous, comme nous avons dit, nous allons rationaliser la gestion de l'État. Nous aurons des tableaux de bord, comme on les fait aujourd'hui dans des entreprises privées, pour nous dire qu'on n'a pas suffisamment de carburant pour faire un voyage de 400 km ou nous devons changer de l'huile de moteur. Ça, c'est important. Alors, vous me parlez de chefs d'État, 4 chefs d'État. Le seul peut-être qui n'a pas eu à exploiter les caisses de l'État pour son propre plaisir, c'est le président Kasavubu. Je dirais que le président Mobutu a bien travaillé quand il était chef d'état-major, parce qu'en fait, il avait permis à la République démocratique du Congo de recouvrer son unité. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette unité après? Il a exploité cette unité pour lui-même et pour le membre de sa famille biologique et son clan. Le président Laurent Désiré Kabila n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'est un patriote nationaliste qui a même perdu sa vie juste pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Je me rappelle qu'à son époque, beaucoup de ministres ont visité la prison. Voilà, donc ça ce sont des modèles à suivre. Et le président Joseph Kabila? Vous savez, je ne vais pas me prononcer sur la personne qui est au pouvoir maintenant, mais je peux vous dire une chose. Il a fait l'effort d'arrêter la guerre qui avait commencé à 1998 en acceptant de partager le pouvoir avec les autres et à réunifier les pays, à organiser les premières élections et les deuxièmes élections. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand il y a la détérioration des conditions de vie des Congolais ordinaires. Parce que à partir de 2004 jusqu'à aujourd'hui, il y a une forte croissance au niveau du produit intérieur brut. Mais est-ce que cette croissance a été repartagée de façon inclusive dans toute la population congolaise? C'est là le problème. C'est la croissance devait être inclusive et la répartition devait être inclusive. Mais aussi, il y a un problème, c'est le respect de la Constitution, n'est-ce pas? La Constitution devait être respectée en 2016. Il n'était pas question de faire des accords de Saint-Sylvestre ou de la Cité de l'Union africaine. Donc, je pense que sur le plan des réconciliations, de l'unité qu'il a réussi à refaire après les guerres de 98, c'est quelqu'un à féliciter. La croissance économique, c'est quelqu'un à féliciter, mais la répartition de cette croissance dans la population, ça n'a pas été suivi. Et ça, c'est pas un modèle que je vais suivre. À la maison, vous avez retenu avec moi qu'il a quelque chose à apprécier dans chaque chef de l'État. Et on va passer à Jos Kalenga. Jos, tu as 2 minutes. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Alors, je vais poser une toute petite question à Monsieur Shekomba. Je vais dans mon domaine de prédilection, au domaine de la justice, de manière claire et précise, voire même de manière concrète. Quelles seront les 5 mesures
urgentes que vous allez prendre une fois président de la République? Et quels seront les effets immédiats de ces 5 mesures urgentes que vous pouviez prendre une fois que vous serez président de la République? Par rapport aux différentes Au domaine de la justice, oui. Par rapport au secteur de la justice. Oui, par rapport au secteur de la justice, je pense que nous allons d'abord révisiter la loi sur la corruption en République démocratique du Congo et savoir pourquoi cette loi n'est pas appliquée. Parce qu'aujourd'hui, il y a le professeur Luzolo qui fait beaucoup de rapports par rapport à la corruption et aux abus de pouvoir, mais jusque-là, nous ne voyons pas les portes de prison ouvertes pour ces criminels économiques ou même peut-être des criminels tout court. Et nous allons aussi révisiter la loi sur la passation des marchés publics. Aujourd'hui, quand je lis l'article 19 de la loi sur la passation des marchés publics, avant que la CENI puisse commander des machines à voter, il devrait y avoir une commission mise en place par le Premier ministre. Cette commission n'a jamais existé. Et il devrait y avoir un appel d'offres, ce qu'on appelle les termes de référence. Est-ce que c'est la loi qui n'est pas bonne ou c'est l'application de cette loi qui n'est pas bonne? Et pourquoi la loi n'a pas été appliquée? Aujourd'hui encore, une autre chose, c'est la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu à occuper des postes de responsabilité qui créent leur parti politique pour être certains que quand il y aura des négociations, ils vont se retrouver autour de la table pour continuer à gérer l'État. Mais nous, s'il vous plaît. Le quoi? Le pluralisme politique. Je n'ai pas dit ça si vous m'avez bien suivi. Je suis pour, mais il faut mettre de l'ordre. Il faut permettre aux Congolais de s'approprier les partis politiques. Il ne faut pas que les partis politiques soient individuels. Et pour permettre aux Congolais de s'approprier les partis politiques, nous allons proposer une loi de financement des partis politiques, mais c'est chaque adhérent qui va nous désigner, ou qui va désigner à l'État où est-ce qu'on contribue. Comme ça, si moi je contribue dans un parti politique, c'est la majorité de ceux qui contribuent qui vont désigner les dirigeants de ces partis politiques. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Vous pensez que c'est un problème de loi ou c'est un problème d'application de ces lois? C'est un problème d'application de ces lois. Parce que je pense que les lois sont justes et correctes. Comme on dit, les institutions ne valent que ce que valent les gens qui les dirigent. Vous vous rendez compte? Mais il faut revisiter. Peut-être que quand nous allons revisiter ces lois, nous allons voir à certains endroits pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand je relis l'accord de Saint-Sylvestre, je trouve que l'accord de Saint-Sylvestre a jeté au calendrier grec l'organisation des élections. Au chapitre 4.2, il est dit, il est souhaitable que le processus se termine avant décembre 2017. Toutefois, quand vous mettez toutefois, n'est-ce pas, les CNSA, le gouvernement et la CENI apprécieront. Ça veut dire vous jetez au calendrier grec et tout le monde peut interpréter. Il faut faire la loi de telle sorte que l'interprétation soit unique pour ne pas permettre aux gens d'en échapper. Et les lois que vous venez à peine d'énumérer vont permettre à la population de se satisfaire du secteur de la justice, oui, après avoir pris toutes ces lois-là? Oui, absolument. Aujourd'hui, il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Mais pourquoi il y a cette justice pour les riches et une autre pour les pauvres? C'est à cause de la corruption, monsieur. Et si nous ne savons pas punir et sévir contre les gens, n'est-ce pas, qui s'adonnent à la corruption, comment ils vont rendre la justice? Je peux même vous donner des exemples, mais je ne suis pas là pour les donner. Donc, il y a des gens qui sont avocats et qui sont en train de perdre une cause. Une fois qu'on les nomme ministres, ils utilisent la position des ministres pour imposer une décision de justice. La justice doit être au-dessus de tout ça. C'est ça qui fait la force des pays occidentaux. Et je veux vous dire quelque chose. Ce combat, nous l'avons commencé depuis longtemps. Dans l'un de nos engagements que nous allons changer, on avait dit l'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et de la Cour du Conseil d'État. Le président de la République vient de mettre ça en route il y a 4 mois. Mais ces engagements
Ça a commencé depuis très longtemps. Pourquoi on avait pris cet engagement? C'est pour réellement rendre la justice indépendante. Parce que nous avons 4 institutions dans ces pays. Il y a le président de la République, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, le gouvernement et les cours et tribunaux. Mais aussi longtemps que les cours et tribunaux sont inféodés par rapport à l'exécutif, ça n'ira pas. Et ça, nous devons rapidement agir pour que les institutions de la justice soient vraiment indépendantes. Nous allons passer à Giresse Kakoulé. Giresse, tu as 2 minutes. Merci beaucoup, madame. Monsieur Daniel Chekomba, moi j'aurais 3 questions qui sont axées autour de 3 de vos actes d'engagement. Ma première question concerne votre acte d'engagement qui parle de l'audit général de l'État. Or, parmi les aspects de l'audit, je crois que c'est la révisitation des comptes publics. Absolument. Or, quand je parle de la révisitation des comptes publics, je vois l'un des grands problèmes qui affecte les comptes publics, c'est justement la corruption. Vous avez évoqué dans votre intervention M. Lozolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État, dans les travaux qu'il a eu à faire, mais on n'a pas vu de suite par rapport à tout ce qu'il avait dénoncé. On a vu personne être arrêté, personne être poursuivi. Ok? Vous, personnellement, une fois président, comment comptez-vous vous y prendre, puisque on dirait qu'il y a des pesanteurs qui pèsent, qui ont pesé contre M. Lozolo Bambi, et comment comptez-vous contourner ces pesanteurs-là? Avant même que vous ne puissiez continuer. Justement. Et laissez-moi poser mes 2 autres questions. Après, vous allez... Non, je vais vous dire, dans une république, n'est-ce pas, qui est les garants de la nation, ce n'est pas le chef de l'État? Et moi, en tant que chef de l'État, garant de la nation, et j'ai la volonté de combattre la corruption, n'est-ce pas, je vais appliquer les recommandations de l'institution qui lutte contre la corruption, sans tarder. Ok. L'autre de vos actes d'engagement, vous parlez de la construction de la prospérité, de la dignité de chaque Congolais. Alors je trouve que c'est un peu populiste. Vous faites des promesses, bon, bien, c'est bien bon, ça sonne bien. Mais prenons par exemple la jeunesse. Nous sommes dans un pays majoritairement composé des jeunes. L'un des problèmes auxquels fait face cette jeunesse, c'est justement le problème du chômage. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui soit au chômage, soit dans l'économie informelle, qui fait même perdre de l'argent à l'État en termes de fiscalité. Vous, de manière concrète, quelle sera votre approche pour donner de l'emploi à ces jeunes? Si pas donner directement de l'emploi, soutenir également de l'entrepreneuriat, puisque bon, notre gouvernement dit soutenir, a souvent parlé de soutenir l'entrepreneuriat de manière directe, mais on ne voit pas ça de manière concrète. Donc vous, comment vous allez vous y prendre, soit pour soutenir l'entrepreneuriat de la jeunesse, ou soit pour créer des emplois en faveur des jeunes? Écoutez, tout ça, ce sont des gros mots. Je connais les secteurs qui nécessitent et des secteurs qui peuvent créer de l'emploi. Est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons 80 millions d'hectares cultivables et on n'a que 12% qui sont aujourd'hui cultivés? Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons la possibilité, la capacité de produire 100 000 mégawatts d'électricité, mais il n'y a que 2500 mégawatts qui sont produites en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs secteurs qui sont inexploités. Ces secteurs sont inexploités, pourquoi? Parce que l'argent passe dans la poche des individus à cause de la corruption. Si nous combattons la corruption, si nous auditons l'État, nous aurons suffisamment de moyens pour investir dans ces secteurs qui sont aujourd'hui abandonnés. Et comme je dis, l'éducation doit être adaptée, n'est-ce pas, aux besoins de la République démocratique du Congo. Et puis je vais vous corriger. Nous n'allons pas construire un Congo seulement des jeunes. Bien sûr, nous avons 65% des jeunes en République démocratique du Congo, mais c'est un Congo de tout le monde. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose dans la jeunesse dont vous parlez. Quand vous regardez de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, le nombre de filles et le nombre de garçons sont à peu près égaux. Mais dès que vous passez à l'université, beaucoup de filles perdent, n'est-ce pas, de la vitesse. Alors, nous voulons construire une croissance inclusive. Nous allons résoudre le problème d'éducation universitaire des jeunes filles,
n'est-ce pas? Et nous allons adapter l'éducation aux besoins de l'emploi en République démocratique du Congo. Donc, comme je dis, aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, notamment dans l'industrie d'extraction minière, je ne vais pas citer ça. On a beaucoup d'emplois et même des Africains vont inverser la direction de l'immigration. Au lieu de partir en Europe, ils viendront ici. Nous avons un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés où nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons pas d'aéroport. Et même pour développer l'agriculture, comment voulez-vous qu'on développe l'agriculture sans des infrastructures de base? N'est-ce pas? Donc, vous ne pensez pas que quand nous allons déjà commencer le projet d'agriculture et nous allons mettre les infrastructures de base, on va résorber une grande quantité de chômeurs de ces pays? Parce que notre ambition à nous, c'est de pouvoir créer la croissance de la production et la croissance des revenus. Parce qu'on peut beaucoup produire, mais si on n'a pas de revenus pour acheter, n'est-ce pas? On peut avoir beaucoup de revenus, mais si on n'a pas de la production. Et cette production va passer déjà par l'agriculture et par la mise en place d'industries de transformation. Ici, en République démocratique du Congo, je ne pense pas que pour un pays de 2 millions de kilomètres carrés, avec seulement 80 millions d'habitants, n'est-ce pas, nous puissions avoir des problèmes d'emploi si nous utilisons correctement les moyens dont nous disposons. Monsieur Alain Daniel Chekomba, je lis ici, sortons la RDC du coma. Oui. On suppose qu'une personne dans le coma a besoin de beaucoup d'aide, d'infirmiers, de médecins. Ma préoccupation demeure le temps que vous allez prendre pour réaliser tout cela. Je me dis que d'ici 5 ans, vous allez encore nous demander de vous accorder 5 ans pour pouvoir réaliser ce géant projet. Ça va aller trop vite. Je lis un livre, Dancing for the Glory of Monsters, un livre qui a été écrit par un Américain. Le président Laurent Désiré Kabila, à son arrivée, il avait trouvé les caisses de l'État vides, il n'y avait rien. Mais ça ne lui avait pas pris beaucoup de temps pour avoir suffisamment de moyens pour payer tous les fonctionnaires de l'État et de façon régulière. Je pense que la volonté et la détermination qu'on met, n'est-ce pas, va nous permettre d'aller vite. Parce qu'en fait, comme les amis ont dit, le problème ici, c'est manque d'application des recommandations de celui qui lutte contre la corruption. N'est-ce pas? Mais le président Kabila, comment est-ce qu'il avait récupéré l'argent? Il avait arrêté des criminels qui ont accepté de payer, de rendre dans les caisses de l'État 50 millions, 20 millions, et il a fait tourner l'administration comme il se doit. Encore faut-il souligner que tout n'était pas à merveille à l'époque. Oui, tout n'était pas en merveille à l'époque, mais il avait commencé. Et je pense qu'au bout d'une année ou une année et demie, les choses ont commencé à tourner à peu près correctement. La première réponse qui me plaît, elle vient de sortir de la bouche de M. Alain Daniel. Au bout d'une année et demie, chers téléspectateurs à la maison, les choses vont marcher. Attendons donc pour voir. Et on va avancer. Je vois moi. Oui. Pour finir, ça me fait penser à François Hollande. Et je me dis que c'est pas... Je ne suis pas en train de dire de lui que ce n'est pas un bon modèle, mais il n'a pas réussi, il n'a pas respecté tout ce qu'il a promis. Quand on a un modèle qui ne respecte pas ses dires, les gens à la maison ne peuvent-ils pas penser que vous risquez de limiter? On appelle ça en français figure de style, madame. Je ne suis pas François Hollande, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas français, mais j'ai utilisé une figure de style qui existe dans le discours de François Hollande. Je ne vois pas en quoi le fait, parce que c'est vous qui le dites, le fait que François Hollande n'ait pas réussi, en quoi cela me concerne. Et puis c'est vous qui le dites. Parce que François Hollande a décidé tout simplement de ne pas se représenter. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait échoué, sur base de quels éléments statistiques vous dites qu'il a échoué, ou c'est parce qu'il avait choisi de ne pas se représenter? François Hollande n'était pas battu aux élections. S'il vous arrivait
d'être élu président de la République, vous abandonneriez aussi facilement les projets que vous avez présentés au peuple pour laisser quelqu'un d'autre vous représenter? Quel projet? Il est parti, il a laissé Macron sans achever ses projets. Quels sont les projets qu'il avait pris? Il avait dit les changements c'est maintenant. Je serai un président normal. Il a été un président normal parce qu'il ne s'était pas battu pour faire un second mandat. N'est-ce pas? Il a été un président normal qui partait en scooter voir sa petite amie. Donc, qu'est-ce qu'il a promis à la population française qui n'a pas réalisé? Il n'a pas été un président. On ne va pas s'embêter dans ce discours-là parce que... Ben voilà, vous êtes en train de m'amener. Toujours intéressé par le moi. Pour les personnes qui vous suivent à la maison, qui peuvent penser que vous risqueriez d'avoir des tendances dictatoriales, quelle est la garantie que vous leur apportez maintenant? Parce qu'il n'y a que vous êtes le centre. Il y a moi, il y a moi et il y a moi pour finir. Est-ce que c'est un président qu'on peut croiser et qu'on pourra aborder facilement? Écoutez, moi je me considère comme un Congolais ordinaire. Je ne suis pas un héritier, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours été protégé. La preuve, j'ai passé mon week-end passé à Pakadjouma, à Kingabwa village, ainsi de suite, directement en contact avec la population. Et je suis disponible, j'ai même laissé mon numéro de téléphone. Toute catégorie de peuples qui veulent me rencontrer, ils peuvent appeler, j'irai les rencontrer pour discuter avec eux. Parce que le problème que nous voulons résoudre demain, nous devons les entendre de nos populations. Et je vais reprendre une expression de Vladimir Poutine qui disait, vous savez, c'est parce qu'on n'a pas de fenêtres ouvertes à partir de notre bureau du Kremlin sur Moscou que nous ne connaissons pas la réalité du peuple moscovite. Quand on devient président de la République, on fait beaucoup plus attention aux recommandations de nos conseillers et on n'est plus trop en contact avec la population et on est loin de la réalité. Alors, j'ouvrirai une fenêtre sur la ville de Kinshasa quand je serai président et j'ouvrirai une fenêtre sur toutes les provinces pour me permettre de voir la réalité de la population et ne pas être coupé de la réalité. Alors Daniel Chekomba, à quoi ressemblera le Congo d'ici 2 ans, d'après vous? Ça sera un Congo dans lequel aujourd'hui nous avons 7 à 8 familles qui vivent en dessous de la pauvreté, qui utilisent 62,3% de leurs revenus rien que pour l'alimentation. Nous allons faire un effort pour qu'il ne reste peut-être plus que 50% des Congolais en dessous de la pauvreté après 2 ans. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que toutes les promesses que nous sommes en train de faire aux Congolais, ce n'est pas pour rendre le Congo paradisiaque, mais nous voulons quitter le point mort pour mettre la première vitesse. Les autres peuvent aller à la 2e vitesse, la 3e vitesse et la 4e vitesse. Le problème avec le Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si vous avez un véhicule, vous avez mis du carburant, de l'huile et tout, mais vous n'avez jamais engagé la première vitesse. Vous finissez le carburant, vous finissez de l'huile et vous ne vous déplacez jamais. Vous vous rendez compte? Donc, notre ambition, c'est de passer du point mort à la première vitesse. Et comme nous ne sommes pas éternels, n'est-ce pas? Oui. D'autres personnes après nous vont suivre en mettant la 2e vitesse, la 3e vitesse et la 4e vitesse. Nous voulons juste être cette personne qui a commencé, avec l'appui de tous les Congolais, de faire passer le véhicule Congo du point mort à la première vitesse. Ça me fera déjà plaisir. Non, expliquez aux personnes à la maison ce que vous entendez par première vitesse. Première vitesse, quand on met la première vitesse, c'est par là qu'on se déplace, n'est-ce pas? On quitte le point A vers le point B, on peut même effectuer 1 mètre, mais c'est déjà un déplacement. Mais aujourd'hui, quand vous comparez, n'est-ce pas, l'état des routes en 1960 et en 2018, certaines provinces chez nous et la façon dont l'administration était gérée, est-ce que c'est la même chose? Nous pensons
qu'on avait hérité d'un pays ou d'une administration qui pouvait fonctionner. Ça, c'était le point mort, n'est-ce pas? L'indépendance. On a mis les carburants, on a dépensé beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. C'est pas pour rien que nous avons des dettes de milliards et de milliards, même si ces dettes ont été effacées, n'est-ce pas? Mais pourquoi on avait pris ces dettes? Où est parti l'argent? L'argent était utilisé pour faire fonctionner les pays. L'argent était utilisé pour améliorer l'outil de production de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que ces outils de production de la République démocratique du Congo ont produit? On a pris beaucoup d'argent à la Banque mondiale pour construire Inga. Mais je peux vous dire que sur 80 millions de Congolais, 68 millions de Congolais n'ont pas d'électricité. Vous vous rendez compte? Donc, nous ne parlons pas sur base, comment dirais-je, nous parlons sur base des faits, nous parlons sur base des statistiques reconnues. Pourquoi un pays qui a une capacité, la plus grande capacité de production énergétique en Afrique, puisse avoir 68% des gens qui n'ont pas d'électricité, 68 millions de Congolais sur 80 millions qui n'ont pas d'électricité? Alors, la première vitesse, c'est laquelle? C'est dès l'instant où on va commencer, à quitter le point mort, où nous gaspillons le carburant, l'huile et nous abîmons même notre moteur en accélérant, n'est-ce pas? Et commencer à faire le premier pas. Le premier pas qui nous permet de rationaliser la gestion, qui nous permet de combattre la corruption, c'est-à-dire de mettre en application les lois, parce que je ne suis pas ici en train de critiquer les lois, mais je suis en train de critiquer l'application de ces lois. Et comme je l'ai dit, les institutions ne valent que ce que valent les gens qui les dirigent. Vous vous rendez compte? Donc la première vitesse, c'est on quitte le point mort et on avance, même à 1 mètre, même si un autre chauffeur va prendre, mais au moins il sait déjà comment on change de vitesse. Quitter le point mort pour la première vitesse. C'est par cette phrase que nous mettons fin à cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous disons merci à M. Alain Daniel d'avoir accepté d'être notre invité. Merci. Merci également à Aristote, merci à Jos Kalinga, merci à Jires Kakoulé. Voilà, qui met fin à cette émission. Prenez bien soin de vous. Bye bye.